Bonjour à tous, on le surnomme parfois le Mark Zuckerberg ou le Elon Musk à la française. Emmanuel Freund, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je parle tout de suite de Mark Zuckerberg qui a mauvaise presse en ce moment. Je vais expliquer pourquoi on fait parfois la comparaison entre Facebook et Shadow, dont vous êtes le fondateur avec la société Blade. Vous proposez un ordinateur dans le cloud, complètement dématérialisé. Et aujourd'hui, on parle beaucoup justement de toutes ces infos qui se promènent en quelque sorte dans le cloud. Et j'aimerais vous faire réagir sur le scandale de Cambridge Analytica et le fait que dorénavant, les utilisateurs ont bien pris conscience que ces données personnelles étaient effectivement dans le cloud et finalement, on n'en avait plus vraiment la maîtrise. Comment est-ce que vous réagissez à ces inquiétudes ? Ces inquiétudes normales, enfin, tout d'un coup, c'est un peu les réseaux sociaux qui arrivent à leur paroxysme. On s'aperçoit que toutes les informations qu'on n'a pas nécessairement voulu partager, et même certaines qu'on ignore, sont tout d'un coup partagées, peuvent être en tout cas partagées partout dans le monde. Et qu'elles existent en plus, qu'elles sont stockées quelque part, et pas chez nous, chez d'autres personnes qui peuvent les utiliser pour des choses contre notre volonté. Donc oui, effectivement, c'est une inquiétude qui est tout à fait raisonnable et qui est très présente. Mais c'est aussi quelque part l'évolution du cloud. C'est-à-dire de plus en plus, au tout début, il y a 10 ans, on avait très très peur de ne pas avoir nos données juste à côté de nous. Comme ça devenait beaucoup plus pratique, effectivement, on a commencé à enregistrer ces données dans des disques durs distants pour ne pas avoir les problèmes de clés USB qu'on perd, mais dans des stockages distants dans ce qu'on appelle le cloud. Et au fur et à mesure, c'est devenu quelque part une habitude de vie. Maintenant, tout le monde sur son téléphone portable, ma mère qui va avoir très peur d'avoir toutes ces données partagées, elle va avoir tous ses contacts sur Google Cloud, évidemment, puisque tous ses contacts de son téléphone sont déjà enregistrés. Et c'est très pratique quand on perd son téléphone. Ses photos sont enregistrées sur d'autres clouds X ou Y, justement, qu'elle va pouvoir partager avec sa famille beaucoup plus efficacement sans les faire venir pour leur montrer. Donc il y a plein d'avantages, et ces avantages font perdre de vue souvent la sécurité qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est tellement facile de partager ces données, on a tellement envie, que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on oublie que ces données sont effectivement partageables. Alors, je le disais, vous avez fondé Shadow, un ordinateur dans le cloud, avec la société Blade, dont vous êtes le fondateur en 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment fonctionne Shadow ? Si moi, je le résume, pour moi, c'est un petit boîtier, et grâce à ce boîtier, on se connecte à un ordinateur ultra puissant à distance. Ça se résume comme ça ? Alors c'est presque ça, effectivement. Le principe, c'est de dire que, de façon un peu générale, l'ordinateur est obsolète. Un ordinateur, c'est un appareil avec plein de composants à l'intérieur et qui est limité par ses composants. Et nous, ce qu'on a eu comme idée, c'est de prendre les composants qui sont à l'intérieur de l'ordinateur et de les mettre dans un data center ultra sécurisé. Le résultat, c'est que finalement, l'ordinateur, ça devient juste une coquille vide. On a juste un câble qui est en fait Internet qui relie l'ordinateur à l'écran. Et on a un écran, une souris, un clavier. On a accès à l'ordinateur le plus puissant du monde de n'importe où. Et c'est quoi effectivement les avantages de ça ? D'abord, c'est qu'on peut utiliser notre ordinateur depuis n'importe où, depuis chez soi, depuis son petit boîtier, effectivement, mais aussi quand on va au bureau, depuis une télévision, depuis un laptop, depuis son téléphone portable, ou alors chez des amis, n'importe où, on peut accéder à son ordinateur depuis n'importe quel appareil. La deuxième chose, c'est aussi qu'il ne subit plus l'obsolescence. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, comme tous les ordinateurs, de le changer tous les 3 ou 4 ans, de le jeter, d'en prendre un nouveau pour faire marcher de nouveaux logiciels. Il sera toujours à jour, il fera toujours fonctionner les derniers logiciels. Mais du coup, on est complètement tributaire de sa connexion Internet. Je suppose qu'il faut une connexion assez puissante pour pouvoir faire fonctionner l'ordinateur dans des conditions optimales. Alors ça dépend ce que vous faites avec. Si effectivement vous avez envie de jouer de façon extrêmement rapide à un jeu en résolution 4K sur un immense écran, oui, il faut une bonne connexion Internet. Et effectivement, dans ces cas-là, on conseille la fibre. Mais si vous voulez juste jouer un peu à des jeux classiques ou travailler ou faire du Word ou faire du Photoshop ou ce genre de choses, il n'y a absolument pas besoin d'une bonne connexion Internet. Un ADSL correct suffit. Et d'ailleurs, on demande, nous, d'avoir minimum 15 mégabits seconde comme connexion, ce qui en ville est à peu près toutes les connexions qui existent. Et dans le cas contraire, si on veut accéder à son ordinateur hors ligne, juste travailler sur ses dossiers, est-ce que c'est possible ? Alors non, c'est pas possible. Pour l'instant, ce n'est pas possible. On est en train de travailler à plein de choses un peu marrantes sur le sujet. Mais par contre, ne plus avoir Internet, c'est assez difficile. Il est toujours possible souvent de faire un pont en 4G avec son téléphone portable et d'avoir une connexion Internet comme ça. Combien d'utilisateurs avez-vous aujourd'hui ? On a un peu plus de 20 000 utilisateurs qui utilisent le service quotidiennement. En France ou ailleurs dans le monde ? Alors non, on a aussi un petit peu de Belges et de Suisses, mais de façon générale, la majeure partie de nos clients sont français. Et quelle cible visez-vous ? Est-ce que ce sont des particuliers ou des professionnels ? Alors, comme toute bonne start-up qui se respecte, on va évidemment conquérir le monde et changer l'ensemble des ordinateurs particuliers et professionnels par notre technologie. On s'adresse dans un premier temps aux particuliers et même on s'est adressé historiquement aux joueurs de jeux vidéo qui étaient les personnes les plus exigeantes en se disant que si eux ils valident notre ordinateur, si eux ils disent qu'il est mieux qu'un ordinateur local, on arrivera à convaincre l'ensemble de la population.
Mais très rapidement, on a eu d'autres personnes que les joueurs de jeux vidéo qui ont pris notre service. D'abord parce que c'était juste un ordinateur très puissant, à 30 € par mois plutôt que 1 500 €. Donc on a eu des architectes qui ont commencé à prendre notre ordinateur, des gens qui veulent faire de l'édition vidéo, des développeurs. On a eu aussi des startups qui ont commencé à l'utiliser pour 2 ou 3 mois plutôt que d'acheter un ordinateur complet. Enfin voilà, on a de plus en plus de personnes. Même si on communique beaucoup sur les joueurs de jeux vidéo, on commence à avoir de plus en plus de personnes qui achètent notre service parce que finalement, c'est juste un ordinateur. Vous avez évoqué en début de l'interview justement cette question de l'obsolescence des outils informatiques. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait réglementer de façon plus stricte ou au moins avoir une information plus claire justement sur l'obsolescence, qu'elle soit programmée ou non, des produits informatiques ? C'est clair, on sait maintenant, grâce à tous les reportages divers et variés de journalistes célèbres, qu'il y a des gens qui travaillent dans les mines du Congo pour sortir des métaux rares, qu'il y a des lacs en Chine qui sont complètement pollués, qu'effectivement l'industrie informatique et l'industrie des téléphones portables polluent la planète et l'extraction des ressources est limitée. Donc effectivement, au bout d'un moment, même passer dans un mode d'achat qui est acheter le dernier portable à la mode d'une grande marque parce que tous les ans ils en font une nouvelle et qu'il n'y a pas grand chose qui change mais qu'il y a un coût marketing très fort là-dessus, c'est quelque chose qui est très consumériste et ça serait bien d'avoir un changement de conscience quelque part pour adopter plus dans une dimension service et savoir si un ordinateur est réellement utile ou pas et à quoi il sert. Est-ce que Blade pourrait par exemple remplacer un téléphone ou une tablette ? Complètement. Mais déjà, il est accessible depuis un téléphone ou une tablette. C'est-à-dire que depuis votre tablette ou votre téléphone maintenant, vous avez accès à votre ordinateur, donc à l'ensemble de vos données, mais aussi à toutes vos applications. Donc depuis mon téléphone, je peux accéder à mon ordinateur, ce qui est assez agréable. Mais en plus de ça, de façon générale, l'idée, c'est de se dire que chaque appareil va avoir une dimension un peu différente et va permettre d'accéder toujours aux mêmes données, à tous mes contacts, à toutes mes photos, à toutes mes vidéos, toutes mes applications. Simplement, certaines, des petits, je vais vouloir téléphoner avec. Des grands, je vais vouloir regarder des films. Il y aura différentes occasions là où je vais utiliser différents appareils. Mais autrement, c'est les mêmes données derrière. Merci beaucoup, Emmanuel Freund. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.